Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce numéro de Info 7. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, pour la énième fois, Maître Robert Kayenga, qui est avec nous. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Je rappelle que vous êtes avocat et membre de l'Union sacrée de la Nation, mais plusieurs fois, vous avez été conseiller au sein de plusieurs ministères à travers les pays, mais également vous êtes chercheur, c'est ça? Merci. Oui, je suis chercheur, je fais le 3e cycle en droit public interne à l'Université de Kinshasa. Ok, toujours dans votre domaine en tant qu'avocat. Oui, nous ne faisons que ça. Alors, comme vous parlez de la recherche, quel est l'état de la recherche en République démocratique du Congo? D'abord, moi, je voudrais dire que la recherche, c'est une passion. Il faut d'abord avoir cette passion. Donc, c'est cette passion qui va vous donner le courage d'aller vers la science et d'aller faire les recherches. C'est vrai, on aimerait avoir des grandes bibliothèques ici chez nous qui puissent donner la place aux chercheurs pour qu'ils aillent faire leurs recherches calmement. Je peux vous dire que ça nous coûte énormément d'argent, les ouvrages que nous achetons, que nous commandons, le temps que nous prenons, au-delà de tout ce que nous avons comme travail à faire. Et que donc, la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile. Vous le savez quand même comme moi, la recherche développe certains pays. Oui, mais vous avez vu le chef de l'État récompenser plusieurs chercheurs dans notre pays. Vous avez vu depuis que le ministre de la Recherche scientifique, il a essayé un peu d'innover avec des jeunes qui ont fabriqué beaucoup d'autres choses et qui ont été encouragés par les chefs de l'État. Et les chefs de l'État les a orientés chacun en ce qui concerne ses inventions, d'aller vers chaque ministère concerné. On a vu que le chef de l'État est en train, dans la dynamique, de booster la recherche. Parce qu'en reconnaissant le travail qui a été fait, ou les recherches qui ont abouti de plusieurs Congolais, en les envoyant vers chaque secteur et en instruisant aux ministres sectoriels de les encourager et de les accompagner, je pense que le chef de l'État... Mais ça ne se sent pas comme ailleurs quand même, parce que nous voyons qu'il y a certains centres de recherche qui font 4, 5, 6, 7 mois en grève et personne n'accorde l'attention. Le cas du crèche. Oui, mais j'ai ouï dire... de recherche en sciences humaines. J'ai ouï dire que le budget actuel, on a revu quand même un peu le budget à la hausse pour les recherches. Je crois qu'on doit, le pays a beaucoup de problèmes, on doit y aller petit à petit, de manière... à ne pas sacrifier tous les autres secteurs. Mais je crois que le budget actuel, on a essayé un peu d'augmenter un peu. Mais est-ce que c'est à la hauteur de la recherche? Non, le Grand Congo a besoin de fonds nécessaires pour les recherches, pour savoir où nous devons aller et où nous devons poser. Nous devons avoir d'abord la cartographie générale de nos minéraux, madame. Nous devons savoir pourquoi l'Embouré attaque tel endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà à l'avance, si nous connaissons tout ça, il y a lieu de sécuriser l'endroit. Il y a lieu de faire réfléchir les gens. Mais malheureusement, madame, tous les grands chercheurs aujourd'hui sont en politique. La plupart des chercheurs, ceux qui deviennent dans la recherche, dès que vous avez fait une invention, dès que vous avez vu notre compatriote qui était venu avec une invention de la Covid ici, et du coup, il est entré en politique. On a vu maintenant en politique, au lieu de rester dans la recherche. Mouniangui. Voilà, il est venu comme chercheur. Il s'est plaigné qu'il n'avait pas de moyens, on lui a donné des moyens. Il s'est rapproché du président et tout ça. Il a oublié la recherche. Il est devenu, on l'a vu maintenant commencer à enguer la foule, il commence à tenir des discours politiques. Donc voilà. Avec des peignoirs, tout ça. Alors, au lieu de rester dans le domaine de recherche, et du coup, il a glissé facilement. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit des grands chercheurs qui abandonnent la recherche pour embrasser la carrière politique. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous approuver, c'est que certains disent tout bas ou parfois même tout haut qu'en RDC, c'est la politique qui a pris la place de la recherche. Non, mais il faudra que beaucoup de gens ont compris que la politique, c'est un secteur où on doit s'enrichir vite au détriment des autres. Donc les gens préfèrent venir dans la politique parce que l'argent est facile. Voilà, l'argent est facile, on va avoir l'argent, du coup on sera pris en charge par l'État, il y a tout ça. C'est pourquoi les gens viennent en politique. Je crois que c'est ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé que nous, en venant avec Félix, on a trouvé cette tendance-là. Demandez même aux amis qui sont sur terrain. Et quand ils amènent un discours sans argent, on leur dit non, nous on est habitués avec l'argent, nous on donner l'argent, le peuple lui-même. Et des fois le peuple arrive à juger mal les députés quand ils sont élus.
Parce que quand ils réclament de l'argent aux députés, dès que le député vous donne de l'argent et que vous l'avez élu, le contrat prend fin. Il doit récupérer l'argent qu'il vous a donné. Et puis vous ne devez rien lui réclamer. Alors il faudra qu'on arrive à faire comprendre à la population que vous ne pouvez pas vendre votre voix au profit de l'argent des papas sociaux qui apparaissent aujourd'hui et qui vont disparaître avec le temps. Et comme nous tendons vers la fin de l'année, je crois qu'il y aura beaucoup de dons, les Congolais, les Quinois vont bien fêter. Mais ils ont déjà commencé, hein. Certains candidats ont déjà commencé. Voilà, et ça c'est très dangereux. C'est des choses que nous avons trouvées, les habitudes laissées par Kabila et tout ça, où on sait que la politique... Kabila, ça n'a pas seulement commencé avec Kabila. Bon, nous disons le passé le plus récent. Donc la politique... Parce qu'il faut savoir que c'est avec Kabila, il y a même des cycles électoraux qui ont quand même, par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Mobutu, c'était la dictature. Mais ici, quand même, il y a eu des élections. Et c'est par rapport à ces deux élections-là que je fais allusion. Que c'est pas bon. Et maintenant, il y a un slogan, c'est l'argent du pays. Oui. Et on vous dit, ok, quand on te donne, prends, parce que c'est l'argent du pays. Oui, ça c'est... c'est ça le slogan. C'est ça le slogan et c'est ça le comportement. Mais ce que nous fustigeons, c'est que si quelqu'un vous donne de l'argent, et vous ne pouvez pas refuser. Parce que vous nous avez invités à un meeting et vous nous offrez un coca, vous offrez un transport et tout ça. Mais ne vendez pas votre voix à cause de ça. Mais quand il n'y a pas aussi ces coca, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, effectivement. C'est ça aussi. Donc la politique, c'est là que j'ai toujours dit, Félix a cet avantage-là d'être le candidat qui est aimé par des gens qui viennent sans demander de l'argent. Parce que nous tous ici, madame, nous on a été dans l'opposition. Mais nous avons vu au stade des photos des gens qui avaient des polos avec effigie du président de la République en train de distribuer de l'argent. On a vu quand même ces photos. Mais est-ce qu'il est interdit? Non, parce que tantôt... Est-ce que la loi est... Les gens viennent sans qu'on leur donne de l'argent. Madame, c'est un passé le plus récent. Oui, en 2018, mais maintenant, nous disons ce que nous avons vu. Non, mais en effet, même en 2018, on donnait toujours aussi quelque chose. Ah, en 2018, il y avait quelque chose qui se donnait. Okay. Donc il y avait toujours quelque chose qui se donnait d'une manière ou d'une autre. Mais nous disons que ceux qui ont voté Félix, ceux qui viennent pour Félix, ce ne sont pas des gens qui viennent pour l'argent. Ça, c'est ça la différence. Et parce que Félix est issu d'un parti, l'UDPS, c'est quand même un parti de masse. C'est un parti de masse, ce n'est pas un parti de cadre. Vous voyez aujourd'hui par exemple le PPRD, il disparaît avec le pouvoir. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de militants. C'est un parti constitué au pouvoir. Les cadres se sont mis ensemble. Ils ont commencé à donner de l'argent aux gens et tout ça. Ils n'ont pas eu le temps de former l'âme du parti. Je crois que c'était Mo Vasakan qui avait quand même, à un moment donné, il avait la tendance de créer une idéologie au sein du parti. Mais ça ne pouvait pas tenir parce que les gens étaient déjà habitués à l'argent. Maître Robert Kainga, dites-nous, est-ce que la politique développe un pays? Bon, la politique, je ne sais pas de la politique, quand vous prenez la définition de la politique, c'est large de gérer la cité. Donc, on gère la cité pour quelle finalité? Donc, une bonne politique doit avoir pour fin le bien-être de la population. La politique, c'est faire du bien à un plus grand nombre. Gouverner, c'est faire du bien à un plus grand nombre. C'est travailler pour l'intérêt des généraux. Une bonne politique a pour finalité le bien-être et le développement d'un pays. Si cette politique-là n'a pas cette finalité-là, et donc arrêtons, ce n'est pas la politique. Peut-on dire que jusqu'à cet instant en RDC, on n'a pas encore eu cette bonne politique? Non, je crois que Félix a jeté des bases. C'est pourquoi il parle de acquis qui ont été les bases qui ont été jetées. Madame, les réformes ont été mises en place. Félix a fait des réformes profondes. Et donc, qui demande à ce que ces réformes puissent aller jusqu'à la fin. Mais on ne peut pas aussi espérer, madame, que voir les réformes produire le fruit dans les 2 ans ou 3 ans qu'il a gouverné. Non, il a eu 5 ans. Madame. Il a eu 5 ans. Je ne voudrais pas lui chercher des justifications. Mais je voudrais qu'on soit réaliste. Félix vient au pouvoir, il prête serment le 24 janvier 2019. Il attend jusqu'en au mois d'août. Le 26 août, il sort le gouvernement. Donc de janvier jusqu'au mois d'août, il y avait des tractations pour dégager d'abord la majorité au niveau du Parlement, se mettre d'accord avec le FCC et sortir un gouvernement. Donc il part de 2008, de mois de janvier au mois d'août pour sortir le gouvernement le 26 août. Et le gouvernement entre en fonction. On arrive au mois de mars 2020, il y a la Covid. Il y a la Covid qui commence. Cette Covid-là va nous prendre presque toute l'année de 2020. Et donc cette Covid-là, comme vous le savez très bien, nous avons une économie totalement extravertie. Les frontières sont fermées et tous les pays du monde, leur économie
ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne peut pas au-delà dire que c'était pas la Covid, c'est rien. Non, on doit le reconnaître qu'il y a eu la Covid. C'est un cas de force majeure. Le monde entier d'ailleurs. Le monde entier. Et beaucoup de pays peinent à se relever de la Covid, même les pays les plus industrialisés, les plus développés. Et enfin, nous avons passé 2 ans avec le FCC, pendant ce moment en train de se battre. Il y a blocage, il y a ceci, il y a cela. Mais ça, c'était vos alliances parce que vous n'avez pas voulu nommer un informatoire. Jusqu'à ce qu'il va faire un discours de 7 minutes au mois d'octobre 2020 où il va se débarrasser du FCC Cash. Et là vient l'Union Sacrée. Donc l'Union Sacrée, je crois que le gouvernement est sorti au mois d'avril 2021. Et pendant ce temps, les choses commencent à se mettre en place. On a un budget de 10 milliards de dollars et les réformes commencent à prendre corps, la gratuité de l'enseignement commence à prendre corps et c'est un gouvernement des warriors qui a commencé à jeter des bases. Et aujourd'hui, on a un budget de 16 milliards. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même des bases qui ont été posées. Parce qu'un chef d'État qui viendra après 2028 ne va plus ramener le budget en décembre à 4 milliards. Après 2028, parce que maître, vous avez déjà donné un mandat à Félix Tshisekedi. Mais c'est le 20 décembre. Non, mais Félix sera élu et il va battre à plate couture tous les autres candidats. Ah bon? Qui est en face de lui? Il y a plusieurs candidats. Lequel? Il y a une vingtaine de candidats. Non, mais quel est le... Non, en fait, il y a 20. Mais vous voyez la démonstration des forces. Nous allons parler de la campagne électorale. Prenons d'abord ce dossier et on se retrouve juste après. La route bypass, dans son tronçon compris entre la station Rond-Point Gaba et l'entrée Rigini, est en état de délabrement très avancé. La chaussée est détruite par les eaux des pluies et les caniveaux remplis de déchets. Des nids de poules et la boue occupent toute la surface de la chaussée sur ce tronçon. Ajoutez à cela l'insalubrité due au fait que tous les petits commerces et ménages environnants déversent les déchets sur la chaussée déjà abîmée. Une situation qui rend la circulation des piétons, des véhicules et motos très difficile. ebe bisabiso ba outillage ya mike ya mutuka toza nzela musute entre kuna pepo la sortie to kita ebukani tosenga mkonza mboka bongisa biso place oyo erumeli francophonie ye babongisi ka campisi na ba place biso ya mike mais koto batiki yango. L'impraticabilité de cette route offre un business de circonstances aux vendeurs ambulants. Baki ya bayaka lisutu bayala ndeni erombenga be koma poto salité tikala eza mituka. Et comme on a mis tout na tonga comme passe na poka passe bon tout comme on suka na on ndia mais comme rompenga ba ezate pas ni salité le qui ma poto ba caniveau salité moi ba kotambola malamu ezate vraiment te ça ba chasser na makolo desa. Les habitants et vendeurs qui reconnaissent ne pas avoir des poubelles pour évacuer leurs déchets sollicitent ici la construction d'un béton pour éviter cette insalubrité. Poto oyo ezali bulu oyo etimwami awa na nzela. Alors, tozo senga nanu na leta na biso ba bongisa biso libulu wana. Oyo eza liboso awa. Soki ba bongisi tondimi teke poto oyo kozala susu. Se basali système basali ba kapela botie ba béton ba biloko ezala te. Et puis ba terrasser, il faut ba terrasser ba bimisa ba salité nyonso na ba terrasser, ba bimisi ba salité na terrasser, to futa mbonga salongo, to futa mbonga ticket. Il faut noter que depuis le passage des bulldozers du gouvernement provincial en février 2023 pour l'agrandissement de la route bypass, le rond-point Gaba vibre au rythme de l'insalubrité qui ne dit pas son nom, comme pour dire que le rond-point Gaba dans ses tronçons rassemble un dépotoir. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour qu'elles trouvent des solutions à cette situation et permettre aux exploitants de ces coins pour les petits commerces et les usagers de cette route de retrouver leur bonne ambiance d'autrefois. Chose promise, chose due, la population de Kindu est à ce jour dans une grande satisfaction car leur ville est confrontée de moins en moins au problème d'électricité. Cet exploit est attribué au directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucende,
qui a doté la ville d'un groupe électrogène d'une capacité de 500 kVA. Des chants entonnés en faveur du président de la République Félix Tshisekedi ont résonné de la part des bénéficiaires. Signalons que cette action de la SNEL vient couper court à sa dépendance de la société Sakima où elle achetait du courant électrique. L'acte posé par la Société nationale d'électricité permettra à la population de ce coin de la RDC de profiter d'un service de qualité. Alors, Maître Robert, l'autre fois, on vous a toujours présenté comme cadre de l'AVC, votre vision du Congo et comment se porte votre parti politique? Non, le parti se porte bien. Ok. Il se porte bien. Les activités avec votre candidat? C'est la campagne. C'est la campagne. C'est la campagne. Nous sommes tous, chaque candidat se bat pour son élection. Vous savez que les élections, c'est sur la liste du parti, mais pour être élu, il faut être d'abord le premier sur la liste. Donc, il faut avoir suffisamment de voix pour qu'on puisse vous voter même sur la liste. Parlons quand même du chef du peuple congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de passer 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Il y a quand même de quoi il y a du courant, Kinshasa, plusieurs quartiers qui demeurent dans le noir. Non, mais il venait d'inaugurer une centrale aussi il y a 2 semaines passées, ici au niveau de Mboudi. Donc cette centrale pourra quand même prendre en considération plus de 40 000 ménages. Donc 40 000 ménages. La centrale a été inaugurée, madame. Vous êtes journaliste, vous êtes déplacé. Oui, les images sont là. C'est toujours comme ça. C'est des choses qui sont il y a des points qui sont dans le noir. Il y a des personnes qui devaient y passer 1 semaine. Il y a d'autres Congolais qui passent 1 mois, 2 mois dans le noir. Madame, nous n'avons pas dit que Félix a résolu tous les problèmes des Congolais. Ça, c'est la démagogie. Il n'a pas résolu tout le problème des Congolais. Même s'il aura le second mandat, il ne résolvera pas tout le problème des Congolais. À l'arrivée à la magistrature suprême, c'était un discours d'espoir, comme s'il allait tout résoudre. Et la population l'a vraiment accueilli. Mais la population voit les efforts, il voit l'espoir qui est en Félix. C'est pourquoi ils vont lui accorder un 2e mandat. L'espoir y est, madame. C'est ce que je vous dis. Madame, est-ce que vous pouvez penser qu'on peut construire une centrale hydroélectrique dans combien d'années? Et puis, dès qu'on a fini la construction de la centrale, il faut la distribution. Il faut que ça prenne du temps. C'est là que nous disons que les réformes profondes qui ont été lancées prendront quand même du temps. Mais le problème, c'est de la volonté de ceux qui voient ce qui avait été fait. La volonté de ce qui est fait, c'est ce qui est plus important. Je vous ai dit tantôt que Félix venait d'inaugurer une centrale qui va alimenter 40 000 ménages. Ici, à Kinshasa. C'est quand même un problème. Vous savez, madame. C'est pas seulement Kinshasa. Non, mais en effet, nous venons de suivre à Kindu. Au Maniema. C'est quand même étonnant. Moi, je suis surpris de voir que c'est Félix qui doit apporter la lumière aux habitants de Kindu. Et qu'est-ce que Matata a fait de Kindu? Il a construit une école. Une école. Il a construit une université, mais sans courant. Et vous avez suivi les chants. Que Félix ne s'inquiète pas, on va le voter. C'est comme ça que Matata a fui. Il a compris que même s'il n'allait pas être voté, qui pouvait le lire? C'est comme ça qu'il a fui, il s'est recoquillé derrière Katumbi. Tout simplement. Il a fait la bataille. C'est pour le bien-être, vous avez quand même suivi son discours. Matata a livré un combat pendant 3 ans. Non, on ne veut pas de moi parce que je suis candidat. Parce que je suis candidat sérieux. Parce que je suis candidat, j'ai des choses. Mais comment un candidat avec un programme se rallie derrière un candidat sans programme? Parce que Katumbi n'a pas de programme. Il a présenté son programme l'autre fois, non? Il a présenté son programme. Comment ça veut dire que Katumbi n'a pas un programme? D'abord, Katumbi n'a pas un programme. Il ne sait pas, même s'il avait un programme, il va le présenter en quelle langue? Parce que même le Swahili, il a du mal à maîtriser le Swahili. Le Lingala, il ne connaît pas. Le français, il ne connaît pas. Il va présenter en quelle langue? Mais on parle de lui comme un bon manager. Madame, le Congo... Mais partout il est en train de passer, là, vous pensez qu'il s'exprime en quelle langue? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il dit à la population?
C'est ça le problème. Il parle de ce qu'il fera. Il parle de quoi? De quel programme qu'il a présenté? Lorsqu'un candidat est incapable de présenter lui-même le programme, madame, nous sommes dans ce pays. Vous voyez, le Congo, c'est quoi? Il faut dire à Katumbi qu'un jour, il sera à l'Assemblée générale des Nations Unies, où tous les chefs d'État vont le regarder. Et il va prendre la parole en ton nom et en mon nom, madame. Vous vous imaginez? Vous imaginez les conséquences et la catastrophe qui peut arriver Katumbi à l'Assemblée générale. Parlez-nous du social du peuple congolais. Le social... Les 5 ans de Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, on ne sait même plus, $1 revient à combien? C'est dans un coin 2550, 2600, 2650, 2700, 2750. Finalement, on ne connaît pas. Madame, je vais vous expliquer. Expliquez. C'est clair. Expliquez à la population. D'abord, le social commence par la gratuité de l'enseignement. Le social, c'est l'augmentation de salaire des fonctionnaires. Le social... C'est aussi le ventre qui doit être nourri. En effet, je viens. Ouais. Nous avons hérité d'une économie extravertie. Moi, j'étais conseiller au ministère de l'économie nationale. Donc, il y a des questions économiques du pays que je peux aujourd'hui débattre et vous expliquer. Et parce que je comprends. À l'état où nous sommes, nous ne produisons rien. Nous consommons ce qu'on ne produit pas. Et tout ce que nous consommons ici nous vient de l'extérieur. Même 10 ans après, vous avez toujours dit... Il y a des réformes qui ont été lancées, madame. Il y a le fonds pour l'entrepreneuriat pour encourager les entrepreneurs congolais. Ils vont maintenant avoir des fonds à des taux de pourcentage moins bas pour permettre à tous les Congolais d'évoluer et de commencer à produire. C'est ça qui est fait. Ça, c'est un fait. C'est dans la réforme dont je vous ai parlé. Le social, je voudrais revenir au taux d'échange. Au taux d'échange. Nous sommes tous conscients, parce que tous nous avons dans les mêmes marchés. Nous achetons les mêmes histoires. Le taux est galopant. Mais il faut reconnaître que l'État congolais ne produit pas. C'est parmi la première cause. De deux aussi, l'État a engagé beaucoup de dépenses en cette fin d'année. Et donc, quand vous engagez beaucoup de dépenses, la loi de l'offre et de la demande, les francs congolais vont inonder le marché et ça va amener à des évaluations de la quand même au peuple congolais, quand Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, le taux $1 s'est changé à combien? Non, je vous explique. Parce que, oui, je comprends votre démarche. C'est seulement parce que vous voulez me dire que c'est comme si c'est avec l'avènement de Félix Tshisekedi que le pays ne produit pas, alors que c'est une situation qui date. Mais le pays avait quel budget? Aujourd'hui, Matata Mpognon, vous l'avez suivi, non? Moïse Katumbi a présenté Matata Mpognon comme le meilleur de Premier ministre que la RDC n'a jamais Mais vous savez pourquoi il a réussi quand même à stabiliser le taux pendant sa gestion. Vous avez suivi. Non, vous savez pourquoi Matata Mpognon et Katumbi sont fâchés quand Fayou nous dit que je ne peux pas m'associer là-bas, il y a eu des voleurs de l'autre côté. Pourquoi ils sont fâchés? Et c'est celui-là qu'on vous présente pour vous dire que c'est le meilleur. Mais pourquoi Fayou nous dit que non, moi je ne peux pas m'associer avec que ce sont des voleurs, ils ont pillé la République? Pourquoi il dit ça? Et pourquoi ils sont fâchés? Parce que ils se reconnaissent dans ce que Fayou l'avait dit. Donc on ne peut pas nous présenter des gens qui ont géré avec tout ce que nous connaissons de leur gestion, toutes les casseroles qu'ils détiennent dans leur placard, comme des bons gestionnaires. Dans ce pays, pourquoi on doit ovationner ceux qui ont pillé la République? Pourquoi dans ce pays, on a tout applaudi? Quand même que le temps de Matata, il y avait stabilité du taux du La stabilité qu'a connu le pays, c'est sous Mouzito. Mouzito aussi, oui. Pas sous donc, pour Gachi, c'était aussi possible. Le chef de l'État était le premier à le reconnaître que c'est sous Fayou, c'est sous Mouzito qu'on a connu certaine stabilité économique. Donc, Katumbi est en train de... Katumbi, qu'est-ce qu'il connaît de ce débat? Moi, je ne peux pas discuter de ce débat avec Katumbi. Il ne connaît pas rien de ce débat. Non, mais parce qu'il a dit, mais les gens applaudissent. Non, mais il l'a dit. Mais il ne peut pas démontrer ça. C'est ça le problème. Est-ce qu'il peut arriver à nous démontrer ce qu'il dit? Est-ce qu'il connaît ce que c'est le taux d'échange, Katumbi? Est-ce qu'il peut nous expliquer ça? Donc, nous, on ne va pas discuter sur un candidat qui n'a pas été incapable de présenter un programme cohérent aux Congolais. Les Congolais veulent l'entendre lui-même. Pourquoi il va battre? Il est peu pour aller battre campagne seul, mais pas pour présenter son programme. Non, mais il était plusieurs choses. Oui, voilà. Si ces choses-là sont plus importantes que la République, elle est curieuse dans ces choses-là. Il a confiance à ces dirigeants. Non, pas du tout. Celui qu'on va élire, ce n'est pas celui qui a présenté le programme. Nous aimerons voir le candidat qui parle. Et il convainc par sa façon de parler. Félix Tshisekedi s'est fait aussi représenter dans certaines réunions, certaines rencontres. Vous pouvez tout reprocher à Félix, sauf l'art oratoire, ça là de communiquer. Vous êtes expert en communication. Il communique de quelle manière? Il dit quoi dans cette communication? Bozozo Bangaï. C'est tout ce qu'il dit. Donc nous, tout ce que nous disons pendant cette campagne, nous présentons le bilan du chef de l'État.
Mais nous, on ne peut pas se permettre ici, comme des intellectuels, pour dire que Félix a tout résolu le problème. Non. Mais quand même, le plan d'infrastructure, il fallait qu'on voie même à l'œil, nous, vous voyez, le nombre de trous que nous avons dans la capitale congolaise. Mais les trous... Alors qu'il y avait un projet zéro trou qui était déjà réalisé à plus de 50%. Mais ça, vous avez choisi un aspect des infrastructures. Mais les routes qui sont construites, le programme PEDEL, 145 territoires, tout ce qui est construit là, madame, vous mettez ça dans quel paquet? La route Zolana jusqu'à Mongafula. La route Kindele jusqu'à Mongafula. Quel impact, parce que nous voyons les embouteillages, il y a des gens qui disent que ça triplé. C'est devenu fois je ne sais plus combien, les trous, tout ça de véhicules. Vous savez, Kinshasa a un sérieux problème de l'eau. Et l'eau détruit la chaussée. Et donc, il y a un problème d'irrigation et de l'eau qui détruit la chaussée. Et ça, c'est une évidence. Et la gestion de la ville n'est pas saine aussi. Vous avez vu les dirigeants de la ville se jeter de pierres, se jeter de cailloux et tout ça, pendant que la ville est en train de mourir, en train de faire entre jusqu'à ce que le VPM est arrivé à suspendre l'Assemblée provinciale. Donc c'est pour dire que tout n'est pas fait. Mais nous voyons la volonté et nous voyons le travail tel qu'il est en train de se faire. Au second mandat, le chef de l'État va achever les réformes qu'il a entamées. Merci bien, madame, monsieur, prenons ce deuxième dossier et on se retrouve juste après pour un autre débat. Ouverte par la secrétaire générale à la pêche et élevage Pascaline Mbangou, la célébration de la journée mondiale Une santé est une opportunité pour la coordinatrice de la commission de coordination Une santé de mettre en lumière le travail réalisé durant les 12 dernières années. Professeur Nadège Kabamba souligne que le thème de cette année est pertinent pour la République démocratique du Congo qui fait face à plusieurs menaces, dont les maladies qui ont un impact sur la santé humaine. Le thème de cette année, relier l'air, la terre, la forêt et l'eau, est plus que pertinent pour notre pays, la République démocratique du Congo. Notre pays qui a cette méga biodiversité, qui se retrouve face à des menaces telles que les changements climatiques, la déforestation, les braconnages, les inondations, les éruptions volcaniques, la pollution, etc. Ces menaces ont un impact direct sur la santé humaine, car elles favorisent la propagation des maladies zoonotiques telles que le Mpox, le Ebola, la fièvre jaune et d'autres événements de santé complexes. Une santé est l'approche par excellence pour mettre en œuvre efficacement le règlement sanitaire international en RDC pour faire asseoir les codes des animaux terrestres et aquatiques pour améliorer les performances des services vétérinaires. Pour les directeurs de commission de l'USAID en République démocratique du Congo, partenaire de la commission des coordinations Une santé, ce thème pousse à réfléchir sur divers horizons. John Donald évoque aussi bien les soutiens de l'USAID. L'USAID, à travers Breakthrough Action, a doté la CCUS des outils de gouvernance et de planification sanitaire, ce avant de visiter les stands érigés en marge de cette commémoration. Congo Web Télévision est désormais une chaîne interactive. À l'instant même, nous allons prendre Monsieur Dinanga qui est en direct en Allemagne. Il va nous parler d'une conférence qui se tient à cet instant, une conférence d'une importance capitale. Alors, Monsieur Dinanga, dites-nous, vous êtes en direct sur Congo Web Télévision. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même en Allemagne où vous vous trouvez? Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord Congo Web Télévision. Nous sommes ici en Allemagne, dans la ville de Leipzig. Et là où nous sommes à une conférence sur les investissements au Congo. Et en même temps, c'était l'inauguration du centre économique et culturel allemand-congolais. Alors, il y a plein d'investisseurs qui sont arrivés ici, d'autres investissent déjà au Congo, les autres veulent en faire. Donc, voilà un peu l'événement qui nous réunit aujourd'hui ici en Allemagne.
Et vous allez voir qu'à ma droite, je suis avec M. Tim, d'origine hollandaise, et qui est venu avec un projet pour la RDC. Je crois que lui-même, il pourra parler de son projet. Alors, il peut bien dire à ces Congolais quel est ce projet-là qui veut vraiment l'amener en République démocratique du Congo pour le bien-être de la population congolaise. Un grand merci, mademoiselle. Alors justement, comme mon collègue, monsieur le docteur a expliqué, ce projet a vraiment un potentiel économique énorme. Mais tout d'abord, je voudrais expliquer que ceci est une idée assez spontanée. J'ai pris plusieurs notes sur mon téléphone, donc excusez-moi si je jette un coup d'œil sur mon téléphone. Pour non, pas de problème, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas oublier à expliquer et de dire au peuple congolais. Vous devez être fiers de votre pays. Le fleuve du Congo vous donne énormément de potentiel économique en termes de production d'hydrogène. Une ressource renouvelable très importante pour combattre le changement climatique qui se déroule sur la planète aujourd'hui et chaque jour et dans le futur. Car elle est pauvre en gaz carbonique. L'hydrogène est une ressource donc très importante dans le monde et dans la plupart des économies du monde, l'hydrogène va jouer un rôle central. Donc, cette potentiel économique est surtout pour les Congolais. Il est sûr que l'hydrogène va jouer un rôle central dans le monde en général, et pour ça, et avec ça, le Congo pourrait devenir l'Arabie Saoudite de l'hydrogène. Ensemble avec une équipe d'Allemands et d'autres nationalités américaines, entre autres, hollandais, moi-même, on va certainement se concentrer pour développer cette ressource avec vous, avec les Congolais. Alors, Maître Robert Kainga, vous avez quand même suivi hein, la présentation du programme des différents candidats présidents de la République. Alors, il y a des structures et des observateurs qui estiment que ce sont des programmes nuls. Aucun candidat n'a un programme à la hauteur des besoins de la RDC. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que c'est la vente, les autres viennent en dehors de Félix, les autres viennent vendre leurs rêves. Leurs rêves, il n'y a pas de stage pour être président de la République. Il n'y a pas de stage. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des rêves qu'ils font voir au peuple congolais. Et je crois que ces observateurs n'ont pas tort. Mais non, Félix ne vient pas maintenant avec des rêves. Il avait amené le rêve en 2018. Maintenant, il vient avec les actions qu'il a posé. J'ai posé telle action, j'ai posé telle action. Mais on ne le sent pas dans ces différents... Le Congolais le savent. Le Congolais qui a vu qu'il n'avait pas d'école dans son territoire, qui a vu le centre de santé naître du néant, et il s'est allé là à l'hôpital et sa femme accouche gratuitement. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire ça. Il comprend, madame. Le Congolais qui voit qu'il avait 3 enfants qui devaient aller à l'école primaire et qu'il voit que ces enfants-là vont aujourd'hui étudier à Bogoto sans rien payer. Mais ce Congolais n'a pas besoin qu'on vienne lui dire tout ça. Le Congolais que nous avons vu tantôt en train de chanter ici, Félix de Kindu, chez Matata, la population qui a vu un transformateur, le courant venir, qui a dit Félix Abang la tête pour voter Nanko. Il n'a pas besoin de discours, il a vu les actions. Et Jésus-Christ, notre maître, il dit que les œuvres doivent parler à sa place. C'est les œuvres qui parlent maintenant. Ceux qui parlent des œuvres de Félix, ce ne sont que ceux qui sont derrière lui, le membre de l'Union sacrée, sa famille politique. Mais dans l'opposition, on dresse un bilan négatif. Mais l'opposition, en fait, c'est ça. C'est le contraire de ce que nous faisons. Mais le problème, c'est ce qui dit vrai, c'est la population qui ressent, madame. Nous allons tous devant la population. Ce que je vous dis, un père qui avait 2 enfants qui allaient 3 enfants qui allaient à l'école,
Et aujourd'hui, grâce à la gratuité de l'enseignement, ils ne payent plus rien. Ce papa-là n'a pas besoin, même si l'opposant, j'ai vu un des candidats dire, est-ce que vous avez la gratuité? Les gens ont dit oui, nous avons la gratuité. Pourquoi? Parce que lui pense que la gratuité c'est pour Félix. Non! Toutes les actions posées par le chef de l'État ont eu une finalité, c'est la population. Et donc cette population-là, quand elle observe, elle vit ça au quotidien, elle exprime. Et la population, vous avez suivi, même au stade, il dit taux d'échange. La population dit oui, ça va, il y a des choses que tu as fait, mais ici nous voulons que... Et c'est comme ça que le chef d'État a dit, je suis venu plus vous écouter. Parce que ce qu'il a déjà fait comme action, la population le ressent d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il dit, je suis venu vous écouter pour que vous m'expliquiez qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je dois encore améliorer pour que dans les 5 ans qui viennent... Il ne connaît pas que ça ne va pas, ça ne marche toujours pas. Non, il connaît, mais c'est toujours très important d'être à l'écoute de sa base. Et nous savons que Félix est parmi les chefs de l'État qui écoutent leur base. Et vous avez vu, beaucoup de décisions ont été modifiées dans ce pays parce que la base s'est exprimée. Donc, nous disons que, moi je le dis, comme un homme, un intellectuel, que Félix n'a pas résolu tous les problèmes de Congolais. Même en 2028, quand il va finir les 5 ans qu'il va avoir... Ce n'est pas... Non. Mais vous êtes dans la logique là de ce que décrit l'opposition et même... la Senco, il y a déjà une fraude qui est en gestation, bien organisée avec la centrale électorale. Bon, je voudrais que la Senco... Vous savez, madame, en 2019, c'est toujours la même Senco qui a publié les soi-disant vainqueurs dont ils n'ont jamais vécu. Ils ont induit Martin Fayulu en erreur. Parce que quand vous posez la question à Martin Fayulu, vous avez été élu, oui, demandez la Senco. Mais nous, au niveau du cash, on avait amené le résultat jusqu'à la Senco. Et je crois que M. Cholet était parmi les gens qui ont reconnu qu'effectivement, on avait amené les données, et sur les données que nous avons amenées, madame, c'est très important. Abbé Cholet et les autres sont dans une logique de créer le chaos, dans une logique de préparer la population à une contestation qui n'existe pas. Nous sommes lorsqu'ils disent que nous n'aurons pas resté dans vos bureaux de vote. Attendez qu'on affiche les résultats. En dehors de ce que vous aurez prélevé comme résultat, il n'y a pas d'autre instance pour proclamer les résultats. Ce que vous allez avoir, c'est ce qui sera comme résultat. Ça veut dire quoi? Il veut dire quoi? Comment vous avez compris? Mais je comprends ça. Je comprends ça que ce monsieur, ce n'est pas... Il est dans une désinvolture totale. Ce n'est pas un homme démocratique. C'est un homme qui est à l'encontre des institutions. Et il va plus loin, de manière, je peux dire, sans aucune connaissance réelle de la loi. Il évoque l'article 64. Vous avez... Comment ça, sans aucune connaissance de la loi? Je voudrais en venir, madame. Okay. La loi dit que c'est la commission qui proclame les résultats provisoires, la CENI, et la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Exact. Comment Cholet peut arriver à dire que ce que la population aura pris comme résultat, c'est qu'il n'y a plus d'autre instance chez qui nous pouvons aller réclamer notre vérité des urnes. C'est-à-dire qu'il est dans une logique où pour lui, la vérité des urnes veut dire que Félix a échoué. Non, mais est-ce qu'ils ont parlé de quelque chose? Non, mais c'est ça la logique. Il arriverait que la Senco proclame Félix Tshisekedi. Elle n'a pas le droit. D'abord, je voudrais en venir. Aussi les autres. Madame, vous parlez à un juriste. Je vous ai dit que je suis juriste et avocat de profession et de carrière. Oui, mais un observateur, la loi électorale définit ce que c'est un observateur et ce que c'est un témoin. Seuls les partis politiques et les regroupements politiques ont droit aux témoins. Et ce sont les témoins qui doivent avoir le PV. Ce sont les témoins qui ont droit au PV de comptage et le PV de tout ce qui se passe dans le bureau de vote. Les observateurs observent le déroulement du procès. Et comme vous savez, le procès, c'est pour regarder est-ce que la régularité était correcte. Est-ce qu'il y a eu des actes de fraude? Est-ce qu'un observateur reste observateur? Mais il ne proclame pas les résultats. Il n'a pas droit au PV. Et ils n'ont pas de témoins. Sauf s'ils ont leur candidat, comme c'était en 2018, où Katumbi leur avait donné de l'argent, l'Union européenne avait donné à Cholet de l'argent parce qu'il avait reconnu ça, et il leur avait donné des appareils pour surveiller les élections.
Oui, ça, c'est que l'Église qui est dans une situation... Parce que quand il parle, il dit que nous n'aurons pas d'autres institutions chez qui nous pouvons aller réclamer notre vérité. Mais là, on sait tous les institutions qui ont le droit de proclamer les élections. Mais quand il dit ça, il est dans quel chemin? Quand il le dit, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est-à-dire que pour lui, quand leurs observateurs vont avoir les résultats, et ils publient, et c'est le peuple qui doit publier les résultats, ce n'est plus lui la CENI, ce n'est plus lui la Cour constitutionnelle. Et là, nous sommes dans quel système? Et pour quelle finalité l'abbé Donatien Chole? L'abbé Chole a une haine viscérale contre Félix Tshisekedi. Une haine? Une haine viscérale. Vous avez des preuves? Oui, mais il l'a dit lui-même que ce processus électoral est composé d'une tribu. Ça ne peut pas sortir d'un pasteur, d'un soi-disant pasteur, d'une tribu. Mais pourquoi il aura cette haine? Parce que même en parlant des tribus, à l'église catholique, il y a toutes les tribus. Je vais vous démontrer. Mais lui n'engage pas l'église catholique. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il dit ça. En même temps, il y a 2 semaines passées, lui et le représentant de l'SCC, ils sont allés voir le président Kadima. Ils sont sortis. Le pasteur Eric Senga. Ils ont dit qu'ils étaient satisfaits. Parce que toutes les observations ont été prises en considération. Vous vous souviendrez que l'abbé Chole avait demandé le report des élections. En même temps que le cardinal Ambongo disait, on ne va pas accorder même un jour de report des élections. Ouais. Et il a dit, à la ligne où nous allons, quelqu'un peut s'improviser, il sait faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Ça, c'est la même Chole qui le dit. Et c'est le même Chole qui est passé à raison pour dire c'est Fayoum qui a gagné les élections. Madame, est-ce que vous trouvez que ça c'est un homme de Dieu qui est en train de servir Dieu? Ça c'est... Et aussi, pourquoi il le dit aussi avec beaucoup d'armes? Nous savons que ils sont nourris à la mamelle de Katumbi, ça c'est clair. Ils sont nourris à la mamelle de Katumbi. Ça veut dire qu'ils sont en train de rouler pour Katumbi, c'est clair? Mais ça ce n'est plus à démontrer, c'est clair. C'est clair, ils roulent pour qui? Tous les brouhaha, les bouquins, ils pensaient que Félix n'était pas un démocrate, il allait se mixer, comme c'était la fois passée, on a empêché à Katumbi de venir postuler et tout ça. Nous avons laissé Katumbi. Katumbi, on l'a laissé, il va postuler comme tous les autres. Vous l'avez laissé, mais c'est pas la loi, c'est ça. Vous voulez dire que vous l'avez laissé. C'est ça, non. L'union sacrée. Quand j'ai dit on l'a laissé. Quand vous disiez on l'a laissé. Parce que les institutions qu'eux critiquent, on laissé Katumbi passer. Les institutions. Oui. Donc ce n'est pas la loi qui a primé, c'est ça? Non, mais c'est la loi. Alors, lorsque la loi le dit, c'est ce que nous appuyons cette loi, nous ne disons pas que c'est nous. Qu'est-ce que nous avons à faire dans ça? Mais dire que Katumbi a le sang juif et Katumbi a le sang juif, c'est pas une injure, c'est une réalité que lui-même reconnaît. Dire que Katumbi n'est pas des pères et des mères. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Et lui-même, Katumbi le dit, il doit le reconnaître et il doit en être fier. Parce qu'il lui-même dit qu'il va visiter la tombe de son père chez les Juifs. Et quand il venait nous accuser chez les Juifs, il dit non, voilà, moi on me traite chez moi, je ne suis pas congolais à cause de vous parce que je suis votre fils. Il est allé dire ça aux Juifs. Dire cela n'est pas une injure contre Katumbi. Dire cela, c'est une vérité. Et nous disons aux Congolais que cette vérité, pour notre pays, elle doit être prise en compte pendant la campagne électorale. Que ce monsieur n'a pas le sang congolais, il a le sang juif. Donc d'un côté, vous êtes vraiment d'accord avec la démarche de Noël Tchani qui veut à tout prix qu'il y ait cette loi des pères et des mères? La nationalité est une question de considération juridique. Okay. Maintenant, moi je suis dans une considération purement sociologique. Pour dire à mes frères congolais que ce monsieur, la loi, même si la loi le reconnaissait comme congolais, vous connaissez Alain de Schwarzenegger, madame? Oui. Il a été gouverneur de Californie. Mais quand il voulait postuler comme président de la République, on l'avait refusé parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Donc, dire de Katumbi que tu es congolais de par la considération juridique de la loi, mais parce que ton père est juif. Est-ce que tu n'es pas des pères et des mères congolais? Non, je dis à mes compatriotes congolais que c'est trop risquant pour nous de voter ou de donner notre pays entre les mains d'un non-congolais de sang. Alors, merci beaucoup, madame, messieurs. Un autre dossier dans ce rendez-vous de la semaine, 3e, et on se retrouve après. Élection en République démocratique du Congo, la mission d'observation électorale de l'Union européenne, conduite par Marlène Djork, députée et chef observatrice de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, est allée à la rencontre du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Au cœur des échanges,
le déploiement des observateurs électoraux dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Au sortir des échanges, la chef observatrice de la mission d'observation électorale de l'Union européenne a fait savoir que 42 observateurs et plusieurs experts seront donc déployés dans le prochain jour à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'était une réunion pour présenter notre mission d'observation électorale, évidemment remercier le CENI et le pays pour l'invitation de venir soutenir et observer les élections, qu'elles soient démocratiques, inclusives, transparentes donc voilà, ça c'était la réunion aujourd'hui avec le CENI. Le déploiement des observateurs et observatrices, bon voilà, on aura une représentation de presque toutes les régions et il y aura donc 42 observateurs et observatrices de longue durée dans ces régions et on espère qu'ils partiront dans les prochains jours. Donc ça sera un très important élément de l'observation évidemment. On aura aussi les experts électorales et politiques et de médias qui travaillent ici sur place à Kinshasa, mais qui vont aussi voyager dans le pays, dans les régions différentes. Et comme je le dis, plus proche des élections, on aura aussi une délégation du Parlement européen avec des observateurs. Cette délégation n'a pas manqué de remercier le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, pour l'accueil chaleureux. Ce, après avoir salué la collaboration existante entre la centrale électorale congolaise et la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Ce n'est pas une campagne électorale, moins encore un dépôt des candidatures à la CENI, mais il s'agit plutôt d'une revendication pacifique des candidats députés provinciaux et nationaux de l'APPC, accompagnés de leurs membres et cadres de cette structure, observe la liste définitive. Sur 314 candidats alignés par ces regroupements politiques, il y a 58 numéros seulement que la CENI a publiés après les traitements du dossier. C'est ce qu'ont fait savoir ces membres de l'APPC. La campagne a commencé. Sur base de quoi les amis, les collègues vont commencer à battre leur campagne. Raison pour laquelle on a dit bon, on vient en solidarité pour essayer de revendiquer. Jusqu'à là, on a écrit et on n'a pas vu, on n'a pas eu la suite. Raison pour laquelle on a dit bon, on vient maintenant faire cette c'était, je peux dire, ces mouvements. L'APPC, c'est un regroupement reconnu en République démocratique du Congo. Il se fait que nous avons aligné autant de candidats, que ce soit au niveau national et provincial. Il s'avère que nous avons que c'est de Kinshasa, peut-être de Bazuélé, la province de Bazuélé, dont leur numéro était sorti. Alors que hormis tout, l'APPC bénéficie d'un arrêt de la Cour. Et vous savez avec moi que l'arrêt de la Cour ne souffre d'aucune contestation. Nous sommes venus comme des intellectuels revendiquer pacifiquement à la CENI, vu que nous avons déjà commencé la propagande. Ils seront à l'obligation d'attribuer les numéros à nos candidats députés nationaux. Ils ont lu un mémorandum adressé à la Cour constitutionnelle et au bureau de la CENI, tout en exprimant leur désolation. Depuis le 11 septembre 2023, nous avions déposé tous les dossiers en ordre sous l'accusé de réception numéro 2746 et suivant des dispositions exécutoires de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le RCE 00225/DN. Dès réception, nous avons présenté les dossiers de nos candidats des 18 provinces, une photocopie de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les preuves de paiement des frais de candidature de nos 314 candidats députés nationaux, dont nous avons apporté les dossiers physiques et en ordre, et une photocopie de la lettre de mandature qui est déposée. Dans les premières minutes de traitement des dossiers, le juriste qui était censé de nous réceptionner n'a pris qu'un seul dossier sur les plus de 300 et quelques députés, des dossiers des députés nationaux à travers la République. Après plusieurs démarches menées auprès de la Commission électorale nationale indépendante, les regroupements politiques Amour du prochain et de la Congo n'ont pas encore trouvé des réponses à ces revendications. Certains candidats ont porté plainte contre le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi.
Maître Robert, comment voyez-vous la démarche de ce candidat? Non, Non, ce sont des candidats alimentaires. Comment ça, alimentaires? Mais ils ont quelle base? Ils ont quoi comme assise électorale? Ils n'en ont pas. Oui, ils reprochent quoi? La CENI les a convoqués. Est-ce que nous, on a assisté à l'élection de 2006, de 2011, de 2018? On avait convoqué les candidats pour aller discuter avec les bureaux. C'est une première qui avait été faite. Pourquoi ils ne sont pas allés et exposer leurs problèmes le jour où on les avait invités par le président Kadima? Pourquoi ils n'ont pas exprimé ça? Ils n'ont pas seulement le temps. Ils savent qu'ils ne pourront même pas avoir même 1%. Lorsqu'ils dénoncent le fait qu'ils n'ont pas toujours de policiers, je pense 25, comme le dit la loi, pour leur sécurité en cette période électorale, n'est-ce pas une... Ils se sentent en danger? Non, mais c'est la loi qui dit... Et les autres candidats qui sont en train de battre campagne, qui les a inquiétés? Donc ils ont besoin seulement des policiers. La loi doit être... Mais on va les doter des policiers. Mais ce n'est pas les policiers qui vont les voter. Électoral. Donc c'est pour ça qu'ils vont porter plainte. Madame, ça sont des aventuriers. On ne peut pas venir à... vous traitez vraiment des candidats... Oui, ils sont aventuriers. On ne peut pas venir à ce niveau. Théodore Ngoï, c'est quand même un homme... Moi, je le connais. Il a déposé seulement à la présidence ou bien ici, il a déposé avec des députés nationaux. Aux législatives, il a des candidats. Même Félix Tshisekedi, il n'avait pas la majorité parlementaire. Et comment un candidat sérieux peut ne pas avoir des élections législatives? Il va provincial, il va seulement à la présidence. Comment il va gérer le pays? Alors que nous savons que dans notre constitution, c'est le parti, le regroupement majoritaire au Parlement qui doit sortir le Premier ministre. Il n'a pas aussi la majorité parlementaire. Mais il avait aligné des députés à l'époque. Il avait aligné des députés. Il avait aligné des députés et nous en avons récolté de la manière le nombre qu'il avait récolté en 2019, ce qui nous a permis quand même de négocier avec les autres. Parce que si vous n'avez rien... Il sait comment il va négocier parce que c'est rare. Donc nous, il veut seulement que chef de l'État sans les élections législatives, sans les élections provinciales. Mais vous pensez que c'est pour... Vous pensez que c'est un homme sérieux, comme vous le dites là? Un homme sérieux, il peut faire déposer, vous avez les élections, nous avons regretté. Mais il est sur la liste des candidats présidents retenus par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui fait de lui un candidat sérieux. Le candidat sérieux, c'est dans le programme. Il a présenté son programme. Certainement qu'il le fera, la candidature. Mais c'est ça que je dis, moi je suis en train de réfléchir pour savoir à quel niveau il est sérieux. Il a proposé, Denis Sassanga a proposé son programme. Adolphe Muzito, on ne doute pas de son programme. Martin Fayoulou a présenté son programme. Marie-Josée Ifoko. Marie-Josée Ifoko, elle a présenté son programme aussi. Certainement qu'elle va... Mais nous sommes pendant la campagne, madame. Voilà, on espère bien. Mais les candidats sérieux sont déjà en campagne. Les candidats qui ont des ambitions sont déjà en campagne. Denis Mukwege. Denis Mukwege lui a commis un sacrilège. Comment ça? Il s'est auto-flagellé lui-même. Réparateur de femmes? Non, il s'est auto-flagellé lui-même. Il ne devait pas aller. On l'a très mal conseillé. Et je comprends qu'il a cédé au sentiment. Il va faire quoi dans cette campagne? Dans cette bouillabaisse politique? Dans ce combat politique? Moi, là, le seul candidat pour qui j'ai pitié, c'est Martin Fayoulou. Pourquoi pitié de Martin Fayoulou? Mais Martin Fayoulou, c'est fini. C'est une mort politique. Martin Fayoulou est en train de mourir politiquement. Martin Fayoulou? Mais comment le président élu de 2006. Non, il n'a jamais été élu. Il n'a jamais démontré qu'il a été élu. Il n'avait jamais été élu. Et on a suivi les gesticulations de ceux qui ont été les présidents de CENI ici. Personne n'a dit le contraire que Martin Fayoulou a été élu. Il n'y en a pas. Donc, il doit sortir de cette... Corneille Longa a fait des révélations autour des élections de 2018. Non, mais il n'a pas dit que c'est Martin Fayoulou qui a été élu. Mais il a au moins dit qu'il a parlé quand même des élections. Non, des élections, mais d'un accord de gestion de la République, il a parlé. Il voulait se faire seulement important. Il voulait seulement que les gens puissent jeter un regard, le regarder aussi, ou essayer un peu de penser qu'il y a un homme qui est de l'autre côté. Mais il n'était pas, il n'a fait aucune révélation. Donc, Martin Fayoulou est allé aux élections. Tout ce que moi je peux demander aujourd'hui à Martin Fayoulou, c'est de se rallier à Félix Tshisekedi. Ah, vous demandez à Martin Fayoulou? Il n'a pas de choix, il n'a pas que se rallier. Pour survivre politiquement, pour qu'il survive politiquement en 2025, en 2024, Fayoulou doit se rallier à Félix. Et Adolphe Muzito. Il doit se rallier aussi à Félix. Donc vous êtes en train de demander à tous ces candidats de se rallier à Félix. Comme nous avons vu aujourd'hui Mouyambo,
qu'hier était l'homme de Moïse Katumbi. Non, mais vous savez, moi j'avais toujours considéré que le bâtonnier Muyambo était en contradiction avec lui-même. Comment ça en contradiction avec celui qui nous avait révélé la vraie identité de Katumbi, c'était lui qui fut son avocat. Il nous avait révélé l'identité de Katumbi. Il nous avait dit que Katumbi n'était pas congolais. Il nous a révélé beaucoup de choses sur la vie de Katumbi. C'était lui, Muyambo. Alors, j'étais quand même inconcevable de le voir soutenir encore Katumbi qui l'avait dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là pour qu'il puisse faire un pas en arrière? En tout cas, je ne sais pas. Mais celui qui l'a sauvé de la prison, celui qui, en prenant le pouvoir, a pensé que Muyambo était un compatriote. Il lui a sauvé de la prison, comment ça? Mais le chef de l'État a accordé la grâce. Oui, mais la grâce, est-ce que ça c'est sauver quelqu'un de la prison? C'est un acte individuel du chef de l'État. Oui, il pouvait ou ne pas le faire. Mais quand il est dans cette mesure-là de droit, il reconnaît que la personne était incarcérée. Il n'y a pas une décision qui l'imposait de le faire. Donc s'il l'a fait, c'est parce qu'il avait estimé qu'il y avait des compatriotes qui ont été injustement arrêtés pour leur opinion politique. Et Muyambo, on a voulu le faire taire par le régime passé. Et nous étant avec eux dans l'opposition, en arrivant, le démocrate, quand il est arrivé... Et vous pensez que c'est ça qui a été posé par Félix Tshisekedi, Muyambo devait être redevable? Oui. Politiquement, oui. Parce qu'il l'a fait aussi avec Moïse Katumbi, c'était pas dire... Il l'a fait aussi avec Franck Longo. Ce sont des ingrats. Ce sont des ingrats. Politiquement, ce sont des ingrats. C'est des gens qui, politiquement, sont vraiment de vrais ingrats. Nous ne disons pas qu'ils doivent nécessairement partager l'opinion avec Félix. Mais de dire, parce qu'aujourd'hui, si Félix avait voulu maintenir Katumbi en exil, il l'aurait fait. Parce que ce n'était pas une situation qu'il a héritée. S'il a voulu garder Franck Diongo dans l'état où il était, purger sa peine, il aurait laissé purger sa peine. S'il aurait laissé Muyambo purger sa peine, il pouvait le faire. Mais quelqu'un qui vous a permis de sortir de la prison de cette manière-là, je pense qu'à un moment donné, politiquement, on devait lui être ne serait-ce que redevable. Aujourd'hui, il y a des voix qui reprochent à Félix Tshisekedi dans son discours face à la population, dans cette tournée de la campagne électorale, de répondre toujours coup sur coup quand certains candidats essayent de parler de ce qu'il a fait. Félix Tshisekedi répond coup sur coup. Il y a des gens qui lui reprochent cette attitude. Moi, je voudrais qu'on considère Félix comme un candidat sur terrain, avec les autres candidats. Vous avez vu à la CENI, quand on les a invités, il était assis avec tout le monde. Malgré qu'il était chef de l'État, à côté de Fayoulou, il a pris la parole comme tous les candidats. Donc, il est candidat. Bien qu'étant chef de l'État, il est candidat. Et c'est le moment de répondre à d'autres qui vous jettent de pique. C'est le moment, c'est la campagne. Après ça, quand il sera réélu, il ne faut plus répondre. Donc, c'est le moment aussi de répondre. Parce que peut-être qu'il vous dit qu'en arrivant, ce sont la population qui lui pose la question. Mais on nous a dit ça. Parce que la même population qu'on vient mentir, il a l'obligation de leur dire, écoutez, ça c'est un candidat étranger. Ça c'est un candidat fabriqué à l'extérieur. Ça c'est un candidat de la Senco. Ça c'est un candidat... Il a le droit de le dire, c'est le moment de la campagne. Il a le droit de le dire pour que la population puisse comprendre, éclairer la population. Parce que s'il n'éclaire pas la population, c'est un leader. Le leader éclaire la population sur des questions d'actualité, sur des questions politiques. Il ne peut pas laisser la population dans le noir. Alors, plus de 20 candidats dans cette course pour la magistrature suprême. Nous voyons les membres de l'Union sacrée qui s'acharnent, qui s'attaquent plus à Moïse Katumbi. Et il y a des gens qui se posent la question, pourquoi vous avez peur de Moïse Katumbi? Non, on va avoir peur de quelqu'un qui ne sait pas, un avorton, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas présenter un programme, qui ne sait pas parler le lingala, ni moi le swahili, ni moi le français. On va avoir peur de lui comment, madame? Mais comment vous dites qu'il ne connaît pas parler toutes ces langues alors qu'il communique avec son entourage? Parce que madame, vous êtes expert en communication plus que moi. Est-ce que vous voulez dire que c'est une communication que Katumbi fait? Quand il est capable de venir déposer ne serait-ce que le dossier à la CENI seul, il a été capable de le faire. Tous les candidats ont déposé et ils ont tenu un mot. C'est la pratique électorale chez nous. Comme c'est la présidence, chaque candidat de la République, il dépose son dossier, un petit entretien avec le président de la CENI, il sort et il tient un mot à la presse. C'est ça la pratique. Il a fui. Et quand il fallait présenter le programme, là où tout le monde nous l'attendions, voir quelqu'un qui veut développer notre pays, l'homme qui se veut être l'homme solution,
qu'il vient nous expliquer. Vous avez quand même suivi son discours à Goma. Il ne fait pas de discours. Quel discours il fait, madame? Il a promis d'aller rester à Goma une fois qu'il sera élu. Ça, c'est pas un discours. Il a construit. Avant d'arriver à la magistrature suprême le 20 décembre. Je vais vous démontrer. De résidence. Katumbi, de manière laconique, il dit qu'il va finir la guerre dans 6 mois. Mais il estime que dans l'entretemps, rien n'est fait. Félix hérite d'une armée vieille. Parce que dans notre pays, j'ai comme impression... Il a parlé même de l'armée, hein, c'est qu'il n'a pas enchanté certaines personnes. Qu'on envoie en retraite que de généraux. Mais les policiers, les militaires, le caporal, on ne les envoie pas à la retraite. Ce qui fait qu'on avait une armée des gens qui avaient vieilli. Félix arrive, il recrute. Il recrute et il fait voter la loi sur la reprogrammation de l'armée. L'armée aujourd'hui a un budget avec la séquence d'achat des équipements bien déterminés. Un budget qui est critiqué par Katumbi. Oui, mais laissez-moi, c'est le nom de Katumbi, moi je ne le cite pas. Donc, alors, et Félix Tshisekedi obtient la levée de la notification d'achat d'armes. Et dans 6 mois, Katumbi aurait dû faire ça, tout ça. Dans 6 mois. Et maintenant, nous avons recruté 15 000 militaires qui sont en formation. Nous prenons les instructeurs militaires, on les met pour apprendre à notre armée comment il faut bagarrer. Lui dit non, on n'a plus de mercenaires. Oubliez qu'il a un dossier de mercenaires qu'on avait connu à l'époque. Le leader des mercenaires, c'est lui. Alors il faudra demander à l'ancien ministre de la Justice de l'époque qui nous avait dit que Katumbi avait un mercenaire et on avait même arrêté un noir américain qui était un mercenaire à ses côtés. Donc on prend les instructeurs militaires, il ne connaît pas la différence entre un instructeur militaire et un mercenaire. Donc quand on prend un instructeur, lui pense que c'est un mercenaire parce qu'il est habitué à des mercenaires. Alors voilà le monsieur comme ça qui dit des choses. Comment dans 6 mois tu vas terminer la guerre? Tu vas recruter? Il a tu vas acheter les équipements? Il a cette stratégie. Non madame, ça ne s'improvise pas. C'est là que j'ai dit qu'il a bien étudié avant de faire cette vidéo. Il a bien étudié parce qu'il a rien présenté. Katumbi va restaurer la paix de la RDC. C'est que vous ne comprenez pas ma réflexion. Katumbi ne dit pas comment il va arriver à le faire. C'est ça que nous n'allons pas le gouvernement ne va pas le... Vous voulez prendre sa stratégie pour utiliser ou quoi? Mais comment on va te voter? Il sait lui-même comment il va faire, mais comment il pourrait mettre dans 6 mois. Tout le monde peut le dire. C'est la même façon que Félix Tshisekedi avait promis pour dire que Rwanda, je mettrais fin à la corruption. Oui, Félix... Il ne peut pas vous montrer le schéma pour que mais c'est ça la différence. Félix, au jour des élections, tous les candidats, il n'y avait personne qui avait une expérience de la gestion de l'État. Personne, à part Kabila, qui n'était pas candidat. Donc il pouvait évoquer ce qu'il doit faire. Maintenant, Félix, lui vient, il ne vient pas vous vendre les rêves. Quand on veut vendre les rêves, mais nous disons, regardez, il y a une école militaire qui est créée aujourd'hui. Et madame, s'il vous plaît, il y a une école militaire qui est payée. Il y a aujourd'hui la loi sur la programmation militaire. Il y a aujourd'hui le recrutement de l'armée. Nous venons d'acheter quelques armes. La question de notification ou d'information aux Nations Unies avant d'acheter le Conseil de sécurité, avant d'acheter des armes a été levée. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous équiper comme on veut. Donc c'est ce que nous apportons au peuple congolais. Mais toi, tu dis que tu vas changer, tu vas mettre fin à la guerre sans nous expliquer comment tu vas y parvenir, contrairement à ce que Félix a déjà fait. Alors, madame, monsieur, prénonce 4e dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mes chères mamans et frères et sœurs, mon choix aujourd'hui, c'est pour le président de la République, Fachi Béton, numéro 20. Tous, sachez que c'est la personne pour qui je battrai campagne. Pourquoi? On dit qu'on est en train de le critiquer et de l'insulter partout. C'est des bruits pour rien. Au moins lui est humble. S'il voulait faire les anciens systèmes, mobiliser les gens pour tout gâcher, on sait comment on les faisait avant, non? Moi, d'ailleurs, lui-même sera étonné, puisqu'il n'est pas au courant. Ses collaborateurs seront également étonnés. Vous aussi, vous êtes étonnés. C'est la vérité. Je vous demande de les voter. Je sais pourquoi je l'ai choisi et pourquoi nous devons lui donner un 2e mandat.
de continuer avec lui. L'erreur est humaine. Tout le monde commet des erreurs. Lui aussi, nous devons lui pardonner pour ses erreurs. Et je pense qu'il ne va pas recommencer. Lui aussi, pour son deuxième mandat, il a besoin d'être à l'aise. Le Congo, c'est son pays. Sachez désormais que mon candidat à la présidentielle, c'est Béton Tshisekedi Félix. Présidentielle, ni Béton Tshisekedi Félix. Nous sommes ici dans la ville de Goma, Goma en train de vibrer au rythme du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, qui va atterrir bientôt et il va communier avec la population de Goma dans le cadre de la campagne électorale. Goma est l'étape décisive de sa tournée. Moïse Katumbi ne pouvait que se rendre dans cette ville martyre de la République. Accompagné de ses alliés, le candidat numéro 3 a été chaleureusement accueilli par la population. Nous disons merci à Dieu qui l'a amené ici. La victoire appartient à Moïse Katumbi. Kadima doit faire attention. Katumbi, comme dans ses habitudes partout où il est passé, a parcouru à pied la très longue distance qui sépare l'aéroport du lieu du meeting. Les lieux du meeting, c'est le stade Afia, où devant une foule nombreuse, Moïse Katumbi a sollicité les suffrages des Gomatraciens, lui qui se présente comme l'homme des actions, pour en finir avec l'insécurité. Il a promis de s'installer à Goma une fois élu président de la République. Ceux qui vous aviez promis de venir s'installer à Goma, vous les avez vus? Moi, je suis un homme des actions. J'ai déjà fait plusieurs actions. Je ne trompe pas. L'insécurité ici est grande. Nous allons finir ça. C'est un petit problème. Nous sommes des garçons. Nous allons finir ça dans un peu de temps. Dès que je suis élu, je viendrai rester ici à Goma. J'ai déjà trouvé ma maison ici à Goma. Je ne reste pas dans les maisons de l'État et je vais renoncer à la dotation présidentielle. Les Nord Kivu et l'Ituri doivent être libérés. Nous refusons de céder même 1 centimètre de notre territoire. Pendant que Moïse Katumbi était à Goma, Félix Tshisekedi s'est trouvé à Kindu, au Maniema, fief électoral de Salomon Kalonda Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, détenu depuis plusieurs jours en prison. Son dossier s'est invité au meeting du chef de l'État où des jeunes ont réclamé la libération de Escadela. Moïse Katumbi, à Goma, a une fois de plus taclé Félix Tshisekedi pour ses promesses, dit-il, non réalisées. Maître Robert Kayenga, vous avez suivi le discours, même si vous ne voulez pas qu'on parle d'un discours de Moïse Katumbi à Goma, où il est revenu sur les différentes promesses du président de la République. N'a-t-il pas raison quand il dit qu'il a promis, mais il n'a pas réalisé? Il a promis quoi? Il n'a pas réalisé quoi? Il a bien dit, il avait promis de venir s'installer ici, mettre les QG, tout ça. Non, celui qui promet qu'il viendra s'installer là-bas. Celui, il a rappelé que Tshisekedi avait aussi promis de venir, mais il n'est pas venu. Mais lui, au moins, il promet qu'il viendra s'installer et il va même donner sa dotation présidentielle à la population. Et ça va changer quoi sur le quotidien de la population? Et il va occuper sa propre maison. Et si cette maison-là n'est pas dans des conditions sécuritaires admises, parce que quand vous êtes chef de l'État, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Il y a la sécurité du pays. Il ignore tout ça, que ça ne dépend pas de lui. Et quand vous êtes chef de l'État, vous ne dépendez plus de vous-même.
Vous n'allez pas vous installer où vous voulez. Oui, mais il a fait comme Félix aussi, non? Non, voilà, s'il fait comme Félix, alors c'est Félix, parce que comme lui sur le modèle de Félix. Il avait promis, donc quand il sera président, le 20 décembre, il saura qu'il s'appartient. Il a fait installer un état-major avancé. Ce qu'on a appelé un état-major avancé au niveau de l'Est. C'est là ce qu'il a fait. Madame, vous savez que Obama avait promis que dès qu'il devient président de la République, il ferme Guantanamo. Et qu'il n'a jamais fermé Guantanamo. Il y a des réalités liées au pouvoir. Il y a des réalités que quand vous êtes maintenant dans la gestion, on vous dit, écoutez, vous êtes chef de l'État, vous ne pouvez pas habiter ici. Voilà le risque qu'il y a. Voilà. Donc c'est des choses qui sont liées peut-être à la sécurité, qui peuvent lier. Mais il a fait un état avancé. Et Félix a fait, je crois, 2 semaines. Il est allé à un moment donné habiter là-bas. Il est resté avec la population de là. Il a passé du temps avec eux pour les écouter, discuter avec eux. Et il connaît aujourd'hui le vrai problème de l'Est. Il connaît. On l'accuse d'avoir fait quand même trop de promesses. Il a promis à la population congolaise qu'il devait commencer à évaluer la gestion des gouverneurs 3 mois après. Oui, mais quand vous dites que le chef de l'État, qui vous dit qu'il n'évolue pas, qu'il n'évalue pas? Parce que cette évaluation-là... Mais il avait promis tout haut. Non, mais c'est ce que je dis. Cette évaluation-là doit être médiatisée. Moi, que je sache, Félix Tshisekedi a une agence chargée de suivi de l'exécution des travaux de... Ce sont des bonnes excuses, hein? Non, ce ne sont pas des bonnes excuses. Moi, je dis, mais est-ce qu'il était prévu que chaque évaluation devait faire l'objet d'une conférence de presse? Où il devait passer à la télévision, où se devait être médiatisé? Ils opèrent généralement. Vous pensez que le président de la République peut évaluer la gestion des gouverneurs et qu'on n'en parle pas, même la presse n'en parle pas? Maître Robert Kayenga. Je vous réponds, madame. Aujourd'hui, nous avons l'IGF dans toutes les provinces. Et vous pensez que l'IGF dépend de qui? N'est-ce pas du chef de l'État? Et quand l'IGF va contrôler toutes les provinces, tous les gouverneurs sur leur mode de gestion, vous pensez que ce n'est pas le chef de l'État qui l'a fait? On a réclamé la libération de Salomon. Non, ça ce sont des jeunes montés pour le besoin de la cause. Et puis de toutes les façons, le chef de l'État n'a rien à voir dans l'arrestation ou dans la libération de Salomon Escadela. Moi, je ne souhaite jamais du malheur à des Congolais. Vous voyez, on ne souhaite pas le malheur à un Congolais comme Salomon Escadela. Donc nous pensons que le chef de l'État, au nom de la séparation du pouvoir, il ne peut pas le libérer à ce stade. Sauf s'il est condamné et que cette condamnation-là est devenue irrévocable. Et à ce moment-là, il peut intervenir avec la grâce présidentielle comme il l'a fait avec pour les autres. Mais pour l'instant, je ne vois pas par quel mécanisme le chef de l'État arriverait à libérer Salomon Escadela. Maître Robert Kayenga, quelle est votre interprétation ou votre analyse face à ce que remarquent certains Congolais? Chaque fois que Moïse Katumbi parle de l'insécurité, il lui est difficile de citer le Rwanda. Voilà, c'est tout ça le nœud du problème. Et le chef de l'État a dit aux Congolais, le candidat de l'étranger ont du mal à citer notre agresseur par leur nom. Vous savez pourquoi Katumbi dit qu'il va terminer la guerre? Il a promis d'aller rencontrer le M23 pour discuter avec eux. Et vous savez pourquoi Félix refuse de discuter avec le M23? Parce qu'ils veulent qu'il y ait mixage, qu'il y ait brassage. C'est-à-dire que dès que nous nous mettons d'accord, les éléments du M23 intègrent notre armée. C'est cette infiltration qui a fragilisé longtemps notre armée. Et Félix ayant compris cela, il dit non, vous, on vous désarme et vous suivez les mécanismes sous-régionaux qui sont mis en place pour régler cette question. Maintenant, lui dit qu'il va aller négocier avec le M23. C'est-à-dire, il va accepter les brassages, il va accepter que ces gens-là intègrent notre armée. Et en même temps, il n'arrive jamais à condamner à citer Kagame comme l'agresseur, chose qui est de notoriété publique. C'est quand même de tout le monde. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais lui ne sait pas le dire. Madame, c'est ça la dangerosité de Katumbi. Il roule. C'est-à-dire que Félix n'est pas... Le citoyen le plus informé du Congo, c'est Tshisekedi. Quand il vous dit attention avec le candidat de l'étranger, Katumbi, non seulement qu'il est une fabrication de l'étranger, mais aussi il a le sang des étrangers. Parce que le sang qu'il a, c'est un sang juif. Et ça, même, il le reconnaît. Et ce genre de candidats, ce sont des candidats très dangereux pour la République. Parce qu'il a deux cœurs. Il doit préserver les intérêts de la famille de son père. Et si sa mère est congolaise, il doit préserver les intérêts de la famille de sa mère. Or, moi que je sache, le Katanga sont des patriarcats. Alors, comment est-ce que les candidats, c'est une question d'un internaute, doivent continuer à battre campagne alors que Dieu a déjà imposé un candidat?
vous l'avez certainement suivi, s'est prononcé, dire à la communauté que ce Dieu qu'il a appelé, le pasteur Ngalassi, qui est aussi dans la course pour la présidentielle de 2023, il dit « Je suis le seul désigné par Dieu pour diriger la République démocratique du Congo », alors que la parole de Dieu est oui et amen. Oui, la Bible nous dit qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Et les faux prophètes, vous allez le reconnaître en quoi? C'est par leurs fruits. Ils disent des choses qui ne vont pas arriver. C'est ça ce que nous dit la Bible. Et si c'est là arrivé? Oui, nous allons croire en son Dieu. Mais non, nous ne sommes plus à l'époque où Dieu gérait le pays. Non. Dieu, les enfants d'Israël, ils avaient un roi que Dieu leur avait donné. Et ils ont dit à Dieu, nous on en a assez, on veut avoir notre propre roi. Et ils sont allés voir le prophète Samuel. Et on leur a donné le roi qui les a persécutés, qui était Saoul. Donc nous ne sommes plus à l'époque où Dieu lui-même se choisissait le roi pour gérer. Ici c'est un débat démocratique, débat qui s'est fait autrement. Alors, si le pasteur Ngalassi a été choisi de Dieu, moi je suis profondément chrétien, je vous ai donné le principe biblique qu'au temps de la fin, il y aura des prophètes. Mais comment on va connaître leurs prophètes-là? C'est par leurs actes, par les choses qu'ils vont dire. Et il y a aussi Dakumouda qui avait dit qu'il était le candidat, il était choisi par Dieu en 2018. Mais on ne l'entend même plus, on ne voit même plus passer à la télévision. Donc, je doute très fort que cette prophétie puisse s'accomplir. Parce que la Bible dit ne rejetez pas la prophétie, mais il faut l'éprouver. Quand j'éprouve cette prophétie, je me rends compte que le pasteur Ngalassi s'est trompé. Et il devra à la longue se repentir et demander pardon. Parce que madame, Ngalassi est connu où? Si nous avons connu Ngalassi, c'est dans son procès avec comment il s'appelle, l'homme de Sauvons au Congo, l'archibishop Coutinho Fernando. C'est là que nous l'avons connu. Moi, je l'ai connu dans le mal, dans ce conflit-là, dans le fait qu'il est allé accuser l'autre en justice, alors qu'il pouvait le pardonner. Donc il est allé accuser son frère devant les païens, et qui l'ont jugé, et qui ont aujourd'hui, nous savons comment le pasteur Coutinho est sorti de la prison, et quel est son état de santé actuel. Donc il a joué un rôle dans ce qui s'était passé. Et c'est là que moi je l'ai connu. Mais qui connaît en dehors d'ici, de ceux qui ont connu ce procès? Dieu a donné ce moyen pour imposer ses enfants, non? Il sait comment il procède. Madame, nous reviendrons. Peut-être que c'est Félix Tshisekedi qui pourra se désister. En sa faveur? Oui, en faveur du pasteur Ngalassi, ça peut arriver. C'est Dieu, parce qu'il a dit, c'est Dieu, il n'a pas à aller au stade, c'est ce que Dieu lui a donné, parce qu'il est déjà choisi. Non, je pense que l'avantage avec nous autres, c'est que nous avons le temps de lire la parole de Dieu. Et nous connaissons comment Dieu opère, et nous connaissons comment Dieu agit. Et je peux le dire sans crainte, que ça, ce sont ses pensées. Dieu ne l'a jamais visité pour lui dire ça. Et si Dieu lui avait dit, comme vous le dites là, on va voir par les œuvres, on verra cette parole s'accomplir. Lui-même, il l'a dit. Ça ne vient pas de moi, il l'a dit lui-même. Mais si Dieu dit quelque chose, Dieu ne se trompe pas, il ne se répand pas. Alors, aujourd'hui, nous avons suivi, il y a des gens qui estiment que déjà il y a un problème avec les cartes d'électeurs. Il y a des gens qui n'ont plus des écrits sur leurs cartes d'électeurs. Et puis, il y a eu ce rapport-là des observateurs ECC, Senco, tout ça. Et on sent qu'il y a déjà des inquiétudes en ce qui concerne le processus électoral en cours. Est-ce que c'est déjà parti pour une contestation après ce processus? Non, mais la contestation, parce que le quart avec lequel Félix va battre les autres campagnes ne sera pas, ce sera un écart qui ne peut pas amener de contestation. Parce que moi, je ne vois pas, avec ce petit discours que nous avons suivi de Fayoulou, de Katumbi ici, gagner les élections. Fayoulou, il est quasi totalement inexistant. Adolphe Mouzito, Noël Tchani, il y a des candidats ce sont des candidats alimentaires. Joël Millet. Voilà, donc moi, je ne le connais même pas. Donc, José Faucon qui revient toujours à chaque processus électoral. Je crois qu'elle a suffisamment d'argent. Bon, j'aimerais qu'on l'encourage aussi. Mais au moins, je dis, l'écart avec lequel Félix va battre les autres candidats
ne permettra même pas qu'il y ait des contestations. Vous êtes très sûr, hein, en comptant sur, ce que la CENI est en train de préparer pour vous. C'est donc un candidat qui a une tricherie déjà en gestation pour le candidat numéro 20. Mais nous sommes sur le terrain. Félix est sur le terrain, madame. Nous voyons comment, à chaque descente, comment ils mobilisent. Mais nous ne parlons pas des choses inutiles. Alors, maître... Nous voyons ces lieutenants. Nous avons vu le vice-premier ministre Vital Kamere. Nous avons vu les autres qui sont partout. Nous avons vu le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, je crois, à Bouté, de Zangui, mobilisé. Nous sommes sur le terrain. Il y a des gens qui estiment que la façon dont la campagne électorale de Félix Tshisekedi est en train de se passer, c'est comme s'il n'y avait pas une équipe de campagne. Non, il y a une équipe de campagne. Il y a une équipe de campagne qui est mise en place. La campagne vient de commencer. Il y a 7 jours. Je crois qu'il y a toujours des rectifications à faire. Oui, il y a des rectifications à faire. Il y a des choses. Nous devons, la communication doit être prise en considération. Il y a des choses qui doivent être réajustées. Même moi, je vous dis sincèrement, je pense qu'il y a des choses qui doivent être réajustées. Quand les chefs de l'État descendent sur le terrain, comment par exemple, moi je suis TV5, Monde, Afrique, on parle des élections de la RDC, mais aucune image du chef de l'État ne passe. Mais c'est notre candidat qui passe. Pourquoi? Donc on ne peut pas, alors que nous avons des réalisations. Nous avons, le Tshisekedi arrive à mobiliser énormément de la masse. Et aujourd'hui, il y a aussi un problème, c'est que ceux qui doivent relayer l'information au niveau des médias, tous sont des candidats. Donc, non, moi je ne suis pas candidate. Non, je dis par rapport aux communicateurs de l'Union Sacrée. Aux communicateurs, ok. Aux communicateurs de l'Union Sacrée. Nous qui ne sommes pas candidats, on est moins nombreux. Mais on devait identifier les personnes qui ne sont pas candidats et qui sont capables de relayer les informations et leur donner des moyens. Parce que nous sommes pendant la campagne, il faut donner des moyens. Les médias coûtent très cher pendant cette période. Donner des moyens aux candidats, aux communicateurs de relayer tout ça. Lui-même secrétaire général candidat. Candidat. Tout le monde est candidat. Le prof Mbata est candidat. Tout le monde est candidat. C'est que dans l'équipe pour le candidat. Tout le monde est candidat. Chabani qui est là, candidat. Donc en même temps, ils sont dans l'équipe, mais en même temps, ils doivent aussi battre campagne pour eux-mêmes. Alors, dans le média maintenant, qui reste? Qui reste? Donc, il y a un vide. Et voilà pourquoi c'est l'appel à tous les leaders de l'Union Sacrée, le secrétariat permanent, de recadrer les tirs. De revoir, d'identifier de nouveaux communicateurs qui ne sont pas dans la campagne et de leur donner des données en temps réel pour qu'ils communiquent et qu'ils soient un répondant dans le média. On veut connaître qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a réellement fait. Et la population veut connaître, parce que même Tshisekedi ne parle pas de ça. On doit prendre le dernier dossier. La population sait ce qu'il a réalisé, madame. La population sait, parce que c'est la personne qui vit ça. Mais nous voulons relayer l'information en terre parce que c'est la campagne pour qu'on mobilise, qu'on aille prendre ceux qui hésitent encore pour voter Félix, les convaincre à venir le voter. Merci bien, madame, messieurs, c'est le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Très déterminés à accomplir pleinement ses missions pendant cette période électorale, les commissaires divisionnaires principal Philémon Patient Mouchidiav a rendu visite ce lundi 20 novembre 2023 au 49 inspecteur de la police en formation au centre Don Bosco de la Gombe. Objectif, c'est rassurer du déroulement de cette formation qui a commencé depuis le 18 septembre 2023. C'est après un processus de sélection des candidatures bien respecté. Ces 49 inspecteurs constituent la 5e promotion des inspecteurs de la police nationale congolaise et qui seront déployés dans les différentes provinces durant cette période électorale. Sincèrement, je suis inspecteur général de la police nationale congolaise et il y a une 5e promotion qui est en train de suivre la formation, de suivre les cours. Il est de mon devoir en tant que le patron de l'inspection générale de la police de venir voir dans quelles conditions ces apprenants futurs inspecteurs de demain sont en train de suivre leurs cours. J'ai échangé avec eux. Je rentre content que la police nationale bénéficiera encore de bons inspecteurs de la police qui vont accompagner le comportement des policiers congolais. Cette promotion tombe à pic. Nous sommes pendant la période électorale. Ils vont nous aider à jouer le déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue de la République démocratique, à accompagner les activités de la police nationale. Là où les activités ont des éclats, les inspecteurs de la police n'ont qu'encourager. Là où ça pose problème, nous corrigeons et nous continuons avec le travail des inspecteurs au sein de la police nationale.
Très satisfait du bon déroulement de la formation, le numéro 1 de l'inspection générale de la police a insisté sur la discipline et le respect du code de bonne conduite qui doit caractériser les inspecteurs de la police. Cette formation prendra fin le samedi 25 novembre courant et ces inspecteurs prêteront serment devant le procureur de la République dont toutes les formalités ont été déjà prises en charge par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Philémon Patient Mouchiliave. Il faut noter que cette formation est organisée avec le concours de certains partenaires qui appuient la réforme de la police dont l'Union européenne à travers les PARP 3, DCAF et la MONUSCO. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Aujourd'hui, les peuples congolais et les observateurs se demandent qu'est-ce que dit la loi pour les mandataires, les ministres en fonction pendant la période électorale. Maître Robert, vous êtes avocat. Qu'est-ce que la loi dit? Non, la loi interdit seulement le mandataire actif. Mandataire actif. Le DG et le DGA, ils devraient démissionner, mais le mandataire non actif, la loi ne l'interdit pas. Même les ministres donc, aussi. les ministres ne doivent pas démissionner. Non, la loi ne l'interdit pas. La loi en cours. Oui, la loi ne l'interdit pas. Mais par contre, c'est quand il y aura validation de mandat au niveau de l'Assemblée nationale, dès que le bureau de l'Assemblée nationale provisoire est constitué, en ce moment-là, les ministres auront 8 jours pour démissionner. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais pour des raisons d'efficacité du gouvernement, parce que le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Et pendant ce temps où tout le monde est en campagne, il faut reconnaître, j'ai vu le Premier ministre rappeler l'instruction pour dire qu'il y a nécessité que l'État fonctionne pendant cette période de campagne. Parce que tout le monde est candidat. On ne peut pas être candidat en même temps gérer le dossier de la République. Tous les ministres sont candidats. Moi, je pense que même pour des raisons d'orthodoxie d'éjection, on pouvait leur demander de démissionner et de laisser les secrétaires généraux ou nommer d'autres ministres, ou les ministres intérimaires, ou choisir un autre ministre intérimaire pour gérer ou tout ça. Mais pendant qu'ils sont en même temps en train de battre campagne, ils sont en même temps en train de gérer les questions de la République. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment dans la gestion de la question de la République. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal parce qu'ils doivent aller à la rencontre de leur base. Donc, alors que le chef de l'État, nous savons que dans notre pays, suivant la Constitution, l'organe de gestion quotidien de la République, c'est le gouvernement. Donc, le chef de l'État, lui, peut être en campagne, ne peut pas poser de problème. Mais le gouvernement qui s'occupe du quotidien régulier de la population ne peut pas être aussi totalement en campagne. Comme on a presque tous les ministres sont des candidats, et donc là, ça pose un problème sérieux. Même s'ils peuvent dire, voilà, il faut continuer à gérer, il y a des ministères où et les titulaires, et l'adjoint, et le vice, tous sont des candidats. Donc, c'était un problème. Donc, nous estimons que, moi, j'avais pensé que le chef de l'État pouvait leur demander. C'est pour ce problème-là, tout simplement. Ne serait-ce que démissionner et laisser la possibilité à ceux qui doivent travailler pleinement. Non seulement les ministres, les directeurs des cabinets, les conseillers, même les techniciens, tout le monde, les techniciens de cabinet ministériel sont aussi des candidats. Donc, c'est quand même un problème sérieux. Et maître, vous êtes candidat? Non. Non, je ne suis pas candidat. Ah, pourquoi? On garde le temple. On ne peut pas servir le pays tout en étant seulement député. Il y a le poste ministériel, il y a le gouvernorat qui est là. Et donc, moi, j'estime toujours que chez moi, par exemple, chez vous, c'est où? Au Kassai oriental,
Ok. L'ex-province de Maweja. Oui, oui. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2019, on n'a pas encore proposé une bonne recette pour la solution de cette province. Tous les candidats qui sont passés par là, et regardant cette province, je le dis et je le répète, la province du premier docteur en droit Étienne Tshisekedi ne peut pas avoir ce genre de gouverneur. Il faut quand même qu'on lui donne du gouverneur. Mais il a été viré. Mais regardez celle qui fait l'intérim aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait de bien? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, est-ce que nous pouvons être, vous et moi, est-ce qu'on peut être représenté par ce genre de personnes comme gouverneur? Vous ne trouvez pas qu'il y a lieu quand même Donc, Maître en train de viser le gouvernorat, c'est ça? Je pense que les élections sont à plusieurs niveaux. Et donc, même à ces niveaux-là, il y a possibilité que nous gérons la République. Il y a même au niveau du partage de responsabilités, au niveau du gouvernement, il y a lieu que nous puissions gérer aussi, que nous puissions aussi participer à la gestion. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui estiment qu'on n'a plus besoin des personnes, comme on dit, importées, hein, parce que les gens qui sont passés là-bas, pour la plupart, ce sont des personnes importées qui ne connaissent pas la réalité du pays. Vous pensez que vous serez la personne... Je suis d'importer. Je suis né et grandi au Congo. Non, mais depuis longtemps, non, importé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en Bougimaï quand même. Non, mais être en Bougimaï... Vous passez oriental, vous êtes à Kinshasa. Mais dites-moi, Maweja Djouna, il a fait quoi? Il était là. Il était là tout le temps. Il avait des comptoirs là-bas. Il était tout le temps aussi parti. Le problème, c'est la vision. Et c'est comme Kabeyama Tchabidji qui n'était pas là, qui est venu. Oui, mais c'est ça, c'est la vision. Vous avez une vision? Moi, je suis né au Kasaï. J'ai grandi au Kasaï. Mais les choses n'ont pas changé. Je suis parti du Kasaï pour venir apprendre à l'université de Kinshasa. J'ai appris et j'ai travaillé. Pardon? C'était en quelle année? L'année où je suis parti du Kasaï. C'est en 2002. Ok. Donc, et j'y rentre. J'y vais de temps en temps. J'ai des parents là-bas. J'ai des parents là-bas. C'est pas que mes parents vivent au Kasaï. Ils ne vivent pas ici. Moi, je suis venu apprendre, j'ai appris, j'ai travaillé. Et je pense que nous pouvons aussi aller faire quelque chose. Parce qu'il en est fait jusqu'à présent. Par ceux qui sont... Mais on a construit des routes. Ça, c'est le chef de l'État. Mais nous voulons la vision. Vous voyez, quand le chef de l'État félicite Fifi Masuka, mais il le fait sous son impulsion. Mais pourquoi elle le fait mieux que les autres? C'est question de la vision. Alors, pour cette législature, que ce soit à l'Assemblée nationale, au niveau de gouvernorat, quels sont les dirigeants qui vous ont quand même marqué par leur gestion? Personnellement, j'estime... Ministre. Pardon? Ministre. Comme des ministres? Oui, comme ministre d'abord. Le ministre qui vous a marqué. Le ministre qui m'a marqué? Oui, par sa gestion. Non, il n'y a pas qu'un seul ministre. Il n'y a pas qu'un seul ministre. Ou vous ne voulez pas vous attirer la foudre des autres? Non, je n'attire pas la foudre des autres. Je suis libre de dire que tel a travaillé, tel n'a pas travaillé. Et donc, il y a des ministres qui ont excellé. Comme qui? Bon, je voudrais... non, il y a des ministres qui ont excellé dans leur domaine. Nous sommes au moment de la campagne. Oui. Je ne voudrais pas dire que tel n'a pas excellé, alors que tous sont candidats. De peur que l'on dise que même au sein de l'Union sacrée, on reconnaît que tel n'avait pas bien travaillé. Tous les ministres de la plupart des cas, il y a ceux qui ont été amorphes, qui n'ont rien fait du tout pour la République, qui n'ont pas contribué au mandat du chef de l'État. Et le chef de l'État est obligé de faire des choses. Même cette situation de PDL 145 territoires, ça vient combler les insuffisances des autres ministres qui n'ont pas travaillé. Et donc ça a donné quand même... D'autres gouverneurs aussi. En effet. Donc vous allez par exemple, n'allons pas loin. Prenons par exemple le Kasaï oriental. Qu'est-ce que les gouverneurs ont fait? Est-ce qu'ils peuvent nous établir un bilan? Mais ils sont en train de battre campagne avec un bilan. Vous avez entendu Mathieu battre la campagne? Il a des bilans. Dans l'actuel. Il a mais je pense que elle a fait quoi? Parce que cette province mérite mieux. Elle mérite d'être gérée autrement. Autrement, par une expérience et une expertise qui conviendrait pour la province. Alors, donc, on ne peut pas prendre n'importe qui, confier la province. Et moi, je dis, depuis que nous sommes arrivés en 2019, il y a un problème de casting au niveau de la... Et je pense qu'à ce niveau-là, nous avons totalement échoué sur le choix de candidats gouverneurs au niveau de la province du Kasaï oriental. Ce qui est fait, c'est sous l'impulsion du chef de l'État ou du gouvernement central, mais au niveau du gouvernement provincial, il n'y a aucune impulsion. Alors, Maître Robert, nous sommes pratiquement à la fin
nous ne pouvons pas finir ce rendez-vous sans dire un mot sur la situation sécuritaire, parce qu'il y a des gens qui estiment que la situation sécuritaire actuelle ne peut pas permettre la tenue des élections le 20 décembre prochain, surtout dans certains coins du pays. Votre réaction? Non, je crois que le chef de l'État a dit que malheureusement, il y aura des coins où il n'y aura pas élection parce que la situation elle est telle qu'elle est dit. Il a dit aussi, c'est pas qu'il était des cœurs qu'il est dit, il est dit avec pincement au cœur, mais c'est une réalité. Il y a des coins où il n'y aura pas élection. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on aille aux élections parce que on ne veut pas tomber dans la crise de légitimité. Vous savez, les politiciens disent repoussons. Dès que vous repoussez, et qu'après après le 20 décembre, on commence à dire que c'est un gouvernement illégitime. Il n'y aura pas élection, en cas de son équipe, le gouvernement nous amène aux élections. Certains pensaient qu'on devait avoir un dialogue. Au stade actuel, où le candidat, madame, il y a des candidats qui ont dépensé de leur... La campagne, c'est de l'argent. Vous voyez, même les médias ici sont devenus chers, c'est pas gratuit et tout ça. Donc, mais ils ont dépensé de l'argent. À ce stade, il faut qu'on arrive jusqu'au bout qu'on ait aux élections. Le 20 décembre. Le 20 décembre, on doit aller aux élections. Pas d'explication. La ne doit pas donner d'explication. Non, nous sommes déjà sur, nous sommes dans un schéma de non-retour. Donc, il faut qu'on aille jusqu'aux élections. Alors, si on ne va pas aux élections, ça sera catastrophique pour le pays. Le retrait de la MONUSCO dans l'est du pays, une assurance pour la paix dans ce coin? Mais parce qu'ils n'ont rien fait de qui sont là. C'est en faisant le bilan de la présence de la MONUSCO qu'on arrive à une conclusion. On estime qu'ils n'ont rien fait. Et que donc nous devons assurer même notre sécurité. L'État est formel. Il dit on va assurer une propre sécurité. Parce qu'il n'est pas... Ils promettent quand même de continuer à accompagner le gouvernement. Oui, l'État, nous sommes membres des Nations Unies. Donc aucun État n'est venu dans l'autarcie, nous vivons avec eux. Et tout ça, vous avez entendu le secrétaire général des Nations Unies pour dire que les M23 ont des armes plus sophistiquées que même les Nations Unies. Et donc voilà, donc c'est déjà un aveu d'échec pour eux. Donc on ne peut rien faire au M23. Alors qu'est-ce que vous faites dans notre pays? Je crois que ça a été négocié convenablement par le chef de l'État et il est important que nous soyons nous-mêmes responsables de notre destin. Alors, un mot sur le processus électoral, la situation sécuritaire, un silence du côté du Front commun pour le Congo avec Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République. Mais il va dire tout ce que nous avons invité ici, c'est leur œuvre. Ils sont venus avec l'AFDEL, ils nous ont amené l'eau de Rwandais ici. Celui qui nous a amené la guerre dans ce pays, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a construit, vous savez qu'il a construit sur 30 000 hectares, il a une centrale hydroélectrique, une machine dans le noir. Vous voulez qu'il parle quoi? Il a détruit notre zoo pour construire Kingakati avec des animaux. Vous voulez qu'il parle de quoi? Moi, je peux toujours considérer que sont le cadre du FCC qui n'avait pas compris. Ils nous ont dit, il est temps que Kabila donne sa part de vérité. Il n'a jamais parlé. On a vu l'agitation de la communication, et sinon il va parler. Kabila est conscient de ce qu'il a fait de ce pays. Il dit qu'il ne peut pas parler pour l'instant. Et nous l'aimons parce que nous estimons qu'il prend sa retraite politique et on leur disait qu'il ne sera pas candidat. Aucune gymnastique juridique était possible pour qu'il défendu jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, Kabila n'est pas candidat. Qu'il se repose. Et l'attitude qu'il prend, c'est une attitude responsable. Parce que lorsqu'on a échoué, lorsqu'on a fait souffrir la population, on ne peut pas venir encore se moquer en prenant... Pardon? Fait souffrir la population, c'est ça? Oui, pendant 18 ans. Qu'est-ce que nous avons vécu dans ce pays? Nous avons mis une gestion dans l'opposition. On a été sérieusement matraqués par Kabila. Alors, c'est complètement fini. Maître Robert Kayenga, vous avez une minute pour vous adresser à cette population. Moi, je dis à la population, ne soyez pas embarrassés par le choix. Vous avez un choix à faire, c'est de voter Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20. Vous le votez parce que c'est votre frère. Votre frère congolais sur le plan du droit, et sur le plan sociologique, et sur le plan du sang. Et donc, ce Congolais-là a montré sa volonté pour changer ce pays. Il a lancé la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement. Il a amené le budget à 16 milliards. Il a posé beaucoup d'autres actes, la construction de routes. Il a fait beaucoup de choses. Il a jeté des bases. Mais je voudrais être sincère avec vous. Il n'a pas tout fini. Et il ne finira pas tout. Le Congo est profond. On aura toujours des choses à refaire. Même en 2028, quand il finira son deuxième mandat, Félix n'aura pas toujours tout fini. Mais au moins, on aura placé ce pays sur la bonne route qui pourra permettre le développement de notre pays. Vous n'êtes pas à la croisée de chemin. Vous n'avez pas d'embarras de choix. Vous avez un choix à faire. Votez Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, pour que nous puissions, comme il le dit lui-même,
consolider les acquis. Alors, merci beaucoup, Maître Robert Kainga. Je rappelle que vous êtes avocat, membre de l'Union sacrée de la Nation, chercheur, mais aussi vous avez été plusieurs fois conseiller au sein de plusieurs ministères en République démocratique du Congo. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, si madame. Félix sera président ou ce sera Moïse Katumbi ou le pasteur Ngalassi, après le 20 décembre, on saura qui sera donc président de la République. C'est Félix qui sera président de la République. Madame, monsieur, merci à vous de votre fidélité sur Congo Web Télévision, la chaîne Haute Définition. Cette chaîne qui vous donne désormais la possibilité de vous adresser à la population. Maître, c'est aussi une information pour vous, c'est que vous l'aviez suivi. Congo Web Télévision, une chaîne désormais interactive. Partout où vous vous trouvez à travers le monde, vous pouvez communiquer en direct sur Congo Web Télévision. Nous félicitons le président Chabani. Nous savons qu'il est très poussé dans cette technologie. Et nous le félicitons pour cette innovation. Ça nous permet, on ne doit pas tout le temps de faire avec les embouteillages et tout ça. On peut être invité du journal, même dans une émission en direct, on vous prend. Tout à fait. Alors, merci à vous et restez fidèles à Congo Web Télévision. Je vous rappelle que Info 7 est une émission de Congo Web Télévision, bien sûr, mais votre émission, notre émission. Et merci de rester fidèles sur la chaîne Haute Définition. Au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7.